Eh bien, bonsoir à tous et à toutes pour ce huitième épisode du Space Cake qui va porter sur L2. Alors, L2, c'est un nouveau protocole, sur Bitcoin qui va utiliser Sigash et Anyprevout, qui est en fait un nouveau Sigash rajouté par le BIP 118 qui permet, en fait, pour expliquer vite fait ce que c'est un Sigash, c'est en gros le mode de signature d'une transaction. Et il existe plusieurs SIGAsh, soit on signe la totalité de la transaction, soit on signe certaines parties. Et du coup, le BIP 118 et NiPrevout, il rajoute un nouveau SIGAsh qui permet de signer uniquement, ou plutôt de ne pas signer les inputs de la transaction. Donc en fait, tu commits, tu signes tous les autres éléments dont les outputs, mais pas les inputs, ce qui permet d'avoir des transactions qui sont en fait utilisables avec n'importe quel output, évidemment à condition de pouvoir dépenser ces outputs-là, pouvoir fournir les preuves de dépenses. Donc du coup, c'est utile pour pas mal de choses euh, et L2 leverage carrément ça. Et, euh, et du coup, je vais laisser Panta expliquer vite fait L2, puis la chaîne de transactions d'update, tout ça. Il sera sûrement un peu plus clair que moi. Ok, donc bonjour à tous, enfin bonsoir. Oui, ce qu'il nous faut, c'est un SIG hash, donc un flag, c'est un mode effectivement un mode de signature. Là, pour être précis par rapport à ce que tu as dit, Younes, en fait, c'est que quand dans une input de transaction, on fait toujours référence à l'UTXO qu'on veut dépenser. Et cette référence, elle est donnée par le hash de la transaction et un indice, l'index de l'UTXO qu'on dépense. Et en fait, là, l'idée de ce flag, c'est de remplacer l'identifiant de transaction, donc le pseudo hash de la transaction et l'index par que des zéros, histoire de ne pas tenir compte, en fait, quand on fait la signature normale de ce qui se passe, de quel output, de quel UTXO on dépense, tant qu'on peut la dépenser, parce que par contre, la validation, le script de validation, lui, il est toujours vérifié normalement. Voilà. Et donc L2, effectivement, c'est en fait un protocole qui a motivé, qui est la principale motivation de cette modification, de cette soft fork qui est AnyPrevout, ou anciennement appelé Sigash No Input. L'idée de L2, donc pourquoi ça s'appelle L2? Parce que l'idée c'est d'avoir un protocole un peu plus général pour tout ce qui est layer 2 sur Bitcoin. Le principe c'est qu'en fait on va créer, enfin, l'idée de départ c'est qu'on a un contrat, on n'a même pas besoin de se dire qu'on est dans Lightning, on a juste une UTXO qui font un multisig, qui est un multisig de plusieurs personnes. Et on veut faire en sorte de pouvoir fournir des transactions présignées aux personnes et de pouvoir annuler des transactions présignées pour pouvoir soit faire du Lightning avec des multisigs 2 par 2, soit faire beaucoup plus que deux personnes, parce que en fait avec L2 on va pouvoir faire des choses où on passe à ce qu'on appelle les channel factory par exemple, où ça concerne beaucoup plus de personnes, ou des coin pools. Enfin voilà, ça permet en fait, faut voir que l'objectif c'est d'avoir, en fait, L2 c'est un protocole de gestion de propriété partagée d'une UTXO. Au sens vraiment le plus général, c'est vraiment ça l'objectif, c'est comment on va faire pour gérer ensemble la même UTXO alors qu'on a besoin de toutes nos signatures pour pouvoir la dépenser. Et l'idée, c'est que bon, bah, évidemment, il y a une première étape où on va d'abord envoyer des fonds sur une UTXO qui est un multisig de tous les participants. Donc souvent un N of N en général, mais on pourra imaginer dans le futur des multisigs à seuil potentiels, mais faudra bien s'assurer que c'est géré dans le protocole. Euh, voilà, donc on envoie ça sur une TXO qui est en multisig. Et après, donc, on va commencer à faire des signatures, des transactions pré-signées. Et l'idée, ça va être qu'on va utiliser le fait qu'on va signer les transactions avec le flag, le SIG hash AnyPrevout, pour pouvoir faire en sorte d'utiliser qu'une transaction qu'on fait dans le futur, c'est-à-dire les transactions qui sont censées remplacer les transactions qu'on a faites avant,
qu'elle puisse dépenser en fait les transactions précédentes, alors même que on ne sait pas encore qu'elles existent et on ne sait pas quelle transaction précédente arrivera sur la blockchain potentiellement. Donc c'est l'idée, c'est ce qu'on appelle donc c'est ce qu'on appelle on pourrait appeler ça du binding, enfin ils appellent ça du binding. Donc l'idée c'est de pouvoir lier des transactions différentes et pour ça on va créer un genre de système de numérotation et ce système de numérotation en fait il va numéroter euh, les états de la transaction de sortie. C'est-à-dire, on va se mettre d'accord pour, par exemple, au début, on va faire une sorte de, on peut imaginer, je vais parler en Lightning parce que généralement, les personnes sont plus éduquées sur Lightning. Donc, on imagine qu'on crée le canal et la première transaction qu'on va créer, bah voilà, elle va redistribuer les fonds de façon à me rendre tous les fonds que moi j'ai fait que j'ai mis pour, euh, pour créer le canal. Et en fait, plus tard, on va peut-être faire des paiements et du coup, on va créer une nouvelle transaction qui redistribue les fonds différemment. Mais la façon, cette transaction, en fait, elle peut dépenser n'importe quelle transaction qui est venue avant. Et la manière qu'on a de le dire, c'est qu'en fait, la première transaction qu'on a créée, elle avait l'index 0. La transaction suivante, elle a l'index 1. La transaction suivante a l'index 2, etc. Et toute transaction qui a un index plus grand qu'une autre transaction peut dépenser en fait la transaction qui a un index plus petit. Et ça, c'est permis grâce au fait que les signatures sont réutilisables pour dépenser n'importe quelle transaction qu'on a mis dans le passé. Voilà, donc ça ressemble beaucoup à ce que Satoshi avait voulu faire quand il a créé ce qu'on appelle les numéros de séquence, les N séquences, qui sont un truc qu'on voit jamais, sauf quand on essaie de faire une transaction à la main sur Bitcoin Core, qui est quand même assez compliqué. Et c'est en gros une façon de les rendre, de forcer ces numéros à être respectés dans les règles de minage, quoi, quand l'acceptation dans un bloc. Alors, donc, du coup, concrètement, je pense, c'est le papier qui a été fait par Christian Decker, Rusty Russell et Osutokun, le gars de OASBIF, quoi, donc le gars de Lightning Labs. Dans ce papier, c'est assez clair. Et en gros, leur façon de présenter les choses, c'est d'abord de commencer avec une version simplifiée et complètement on-chain du protocole, puis ensuite de passer off-chain. Moi, ce que je propose pour essayer de comprendre comment ça marche, c'est de décrire exactement ce qui va se passer quand on va faire une mise à jour de la transaction. En fait, quand on va vouloir changer l'état la redistribution des fonds de l'UTXO qu'on partage tous ensemble, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir deux transactions. On va avoir une transaction qu'on appelle la transaction d'update et on va avoir une autre transaction qu'on appelle la transaction de settlement, donc de règlement. Donc la transaction d'update, c'est une transaction de mise à jour, puis une transaction de règlement. Et alors on va faire en sorte que avant de pour pouvoir récupérer les fonds quand on fait un cas de fermeture de canal qui n'est pas coopératif, il faut d'abord publier la transaction update du dernier état qu'on a signé tous ensemble. Et ensuite, il faut attendre. Il y a un time lock, un peu comme dans les canaux Lightning. Et il faut attendre. Et une fois qu'on a attendu suffisamment, on va pouvoir publier la transaction de règlement qu'on a, qu'on avait signée pour cette transaction de mise à jour. Et en fait, pourquoi on attend? C'est que potentiellement, imaginons que cette transaction d'update n'était pas la dernière qu'on a faite, mais en fait, pendant le time lock, il y a toujours une possibilité de dépenser la transaction d'update avec une autre transaction d'update parce que ça réutilise les mêmes clés pour faire la dépense. Et donc, du coup, les signatures de la transaction d'update qu'on avait signée auparavant, qui venaient mettre à jour l'état du canal, eh bien, on peut les réutiliser pour dépenser non pas la transaction de funding, l'UTXO de la funding, mais l'UTXO de la transaction de mise à jour, alors que c'est pas le dernier état. Et donc, comme on peut réutiliser les mêmes signatures, on va pouvoir dire, bah, en fait, cette nouvelle transaction d'update, je vais venir la relier à cette transaction d'update qui n'aurait pas dû être publiée, et elle va dépenser en fait l'argent avant qu'on puisse publier la transaction de règlement. Et la transaction de règlement, elle, bah, les clés publiques qui sont utilisées pour faire le règlement, elles dépendent de la transaction de mise à jour qui est actuellement publiée sur la blockchain et qui a créé la dernière UTXO. Voilà, donc il y a un dessin, c'est quand même un peu mieux avec un dessin. Donc en fait, Ouais, il faut. je l'ai mis en réponse du tweet.
Attendez, je l'épingle. Hop. Donc le dessin, on a, c'est là, je sais pas quelle figure t'as mis, c'est la figure un ou la figure. J'ai mis la 5, on voit bien que une nouvelle peut dépenser une ancienne TX. Ouais, ok, ouais, la 5. Ok. Donc ce qu'on voit sur cette figure, c'est qu'on a donc un setup qui correspond au funding en fait, et le funding a une UTXO qu'on peut dépenser avec une première transaction de règlement. Mais on voit qu'on peut aussi ajouter des transactions de mise à jour qui sont notées TUI dans le papier. Et ces transactions de mise à jour, elles ont la capacité de dépenser n'importe quelle transaction de mise à jour ou la transaction de funding, n'importe laquelle qui est dans le passé. Et du coup, quand on a un cas de fermeture, enfin, en tout cas de dépense de l'UTXO de manière non coopérative, la personne, elle va publier une transaction d'update, et si c'est pas la dernière, une autre transaction d'update pourra être publiée en réponse, parce qu'il y a un time lock avant de pouvoir publier la transaction de settlement, donc la transaction TSI indiquée dans le graphique. Et donc du coup, elle va pouvoir corriger que en fait non, c'est pas le dernier état sur lequel on s'est mis d'accord. En fait, il y a un autre état qui est possible, et donc on va corriger en dépensant en fait la transaction d'update précédente, mais là concrètement. Et c'est juste que comme on ne sait pas quelle transaction d'update va être publiée quand quelqu'un essaie de tricher, eh ben, il faut qu'on soit capable de dépenser n'importe quelle transaction d'update du passé avec la transaction d'update du dernier état. Et donc ça, c'est permis grâce au SIG-H, no input, donc au flag, au any prevout qui est nécessaire, qui est dans BIP 118. Et après cette transaction d'update, en fait, l'UTXO peut être dépensé soit par bah, une autre transaction d'update dans le futur, donc c'est-à-dire une signature qui utiliserait les mêmes clés publiques que celles qui ont permis de créer la transaction d'update, avec un nouveau check qui va nous permettre de vérifier que c'est bien une transaction du futur et pas du passé. Je vais en parler après. Ou alors, après un certain temps, on peut dépenser la transaction update avec la transaction de règlement, avec les clés publiques associées à cette transaction de règlement. Et donc, en fait, comment on fait pour faire en sorte que on ne puisse dépenser que avec une transaction update, que avec des transactions update du futur? Ben, là, on utilise un check log time verify. En fait, quand on va créer une nouvelle transaction d'update, on va mettre un log time et on va à chaque fois incrémenter de 1 le log time de toutes les transactions update qu'on fait au fur et à mesure. Et on va imposer que la transaction update qui va dépenser notre transaction update actuelle, il faut qu'elle ait un log time plus élevé que la transaction update actuelle. Et c'est ça qui va permettre de vérifier que les seules transactions de mise à jour qui peuvent dépenser une transaction de mise à jour, ce sont les transactions de mise à jour qui ont un log time plus élevé que la transaction de mise à jour en question de départ, celle qui a été publiée. Et donc c'est ça qui va faire en sorte qu'on va pouvoir numéroter les états, donc les changements d'état du canal, et qui va faire en sorte que l'on ne peut dépenser, qu'on peut corriger un état du canal qu'avec une transaction qui a un numéro supérieur, un log time supérieur à celui de la transaction qui est actuellement qui a été publiée, qui est actuellement confirmée. Et comme les clés publiques pour dépenser, pour pouvoir régler, finaliser la répartition des fonds à la fin, elles dépendent de la transaction d'update, du numéro de la transaction d'update, et ben en fait, ça va faire qu'une fois qu'on a publié le dernier état, bah, il n'y a pas le choix. La seule transaction de règlement qui sera valide pour pouvoir dépenser notre transaction update, c'est bien la dernière. C'est bien celle pour laquelle la transaction d'update a été confirmée et le time lock s'est écoulé. Donc ce système-là permet en fait à toute personne qui conteste l'état quand une personne enfin, dépense l'UTXO partagé, mais qu'il y a une contestation, c'est-à-dire que en fait elle n'a pas publié le dernier état sur lequel on s'était mis d'accord, bah, toute personne qui conteste peut corriger en publiant une transaction d'update avec un état plus grand qui a été signé auparavant, au moment avant la force close, avant que la fermeture du canal ou la dépense de l'UTXO. Et donc, du coup, il va pouvoir corriger, mais pas punir. Et c'est là une grosse différence avec Lightning actuellement, c'est que dans L2, on ne punit pas la personne qui essaie de tricher. En fait, la seule punition qu'elle va se prendre, c'est que pour pouvoir mettre cette transaction d'update, elle va devoir payer des frais de minage.
qui seront ensuite en fait inutilement dépensés parce qu'il y aura une nouvelle transaction update qui va faire que sa tricherie va pas marcher. Donc le seul prix à payer pour un tricheur, c'est des frais de minage. Mais la contrepartie de ça, c'est que les transactions d'updates, donc de mise à jour et de règlement qui sont conservées, ce sont les mêmes pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup parlé de Lightning finalement quand j'en parle, parce que j'ai pas besoin d'avoir que deux personnes. Dans Lightning, on peut pas faire plus que deux personnes par canal de paiement, parce que les transactions qui sont conservées sont asymétriques, c'est-à-dire qu'on réagit pas pareil selon que c'est la personne 1 ou la personne 2 qui fait une fermeture forcée du canal. Quand les transactions que vous avez signées, enfin, que votre contrepartie a signé dans Lightning, il ne faut pas, si ce n'est pas la dernière, il ne faut pas la signer. Il ne faut surtout pas la signer. C'est-à-dire, dans Lightning aujourd'hui, si vous avez reçu une transaction d'engagement de votre contrepartie avec sa signature pour pouvoir mettre à jour le channel, bah, là, tout va bien. Mais si maintenant cette transaction elle est expirée parce que vous avez fait d'autres paiements entre-temps et que cette transaction-là a été révoquée, il ne faut surtout pas que vous signiez cette transaction qui n'est pas la dernière et que vous la publiez. Parce que si vous faites ça, en fait, non, quand vous faites une force close, l'argent qui revient à votre contrepartie, elle lui revient instantanément, directement. Par contre, vous avez un time lock, vous devez attendre avant de récupérer vos fonds, parce que potentiellement la contrepartie va vouloir contester que ce n'est pas le dernier état du channel sur lequel on s'est mis d'accord. Et si jamais c'est le cas, elle va vous voler vos fonds. Donc si jamais votre base de données de canaux, si jamais il y a des transactions que vous conservez, si jamais vous les signez et que vous les donnez à votre contrepartie a tout intérêt à les publier à votre place. Parce que la contrepartie, elle récupère son argent dans le canal immédiatement. Et en plus de ça, elle va pouvoir voler les fonds qui étaient censés vous revenir parce que elle va dire oui, mais en fait, cette transaction a été révoquée et donc elle va récupérer les sous. Et donc ça crée une asymétrie. Ça veut dire que selon la personne qui publie la transaction n'a pas la même tête. C'est pas exactement la même transaction selon que c'est moi ou ma contrepartie qui force close le channel à un instant T. Or là, dans L2, on a tous les mêmes transactions. Il faut tous qu'on signe les mêmes transactions et on conserve tous les mêmes transactions. Et en plus de ça, on ne doit conserver que la dernière. On n'a pas besoin de conserver toutes les autres. Et ça, c'est très, 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 très pratique parce que ça évite de devoir signer plein de transactions quand on commence à avoir plus que deux personnes qui se partagent l'UTXO. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein, plein d'améliorations de scalabilité de Bitcoin qui ont besoin de L2. Donc, par exemple, euh, les Channel Factory ont besoin de L2. L'idée d'une Channel Factory, c'est d'avoir une UTXO qui est partagée avec, je sais pas, par exemple, 100 personnes. Et ces 100 personnes dans l'UTXO, elles peuvent ensemble décider de créer des canaux de paiement entre deux personnes pour pas avoir à rediscuter avec les 100 autres personnes à chaque fois. Et tout ça, ça peut se faire off-chain. Euh, et il y a besoin d'avoir L2 pour faire une Channel Factory parce qu'il faut pouvoir gérer cet UTXO qui est en multisig avec 100 personnes. Donc c'est ce qui fait qu'on a besoin d'L2 dans les Channel Factory. Vous avez aussi besoin de L2 si vous voulez faire ce qu'on appelle une coin pool. Donc une coin pool, c'est une pool de paiement qui est partagée avec plein de personnes. Mettons par exemple que 100 personnes qui font des transactions assez souvent entre elles, elles se disent bon bah on va faire une pool de paiement pour faire nos paiements entre nous. Et ben ces 100 personnes peuvent se réunir, faire une UTXO ensemble, elles signent une transaction pour faire une UTXO qui est contrôlée par les 100 personnes. Et ces 100 personnes ensuite, bon bah elles ont plus qu'à se voir tous ensemble pour décider de comment ils redistribuent les fonds en fonction de qui a payé quoi. Mais en plus de ça, la coin pool peut faire des paiements à la place des gens, c'est-à-dire que les gens peuvent dire bah moi voilà, je sais pas, j'ai un bitcoin dans la coin pool et je dois payer quelqu'un 0,5 bitcoin mais il est pas dans la pool. Et ben on peut envoyer un message aux 99 autres personnes, dire bah est-ce qu'on peut pas signer une transaction qui prend 0,5 bitcoin de la coin pool et qui l'envoie à machin et puis le reste on le remet dans la pool. Et ben c'est totalement possible de faire ça aussi. Mais tout ça pour pouvoir gérer tout ça, il y a besoin de signer une transaction avec les 100 autres personnes. Si on n'a pas L2, il faudrait faire signer
chaque personne doit avoir une transaction dans le cas où elle force close, dans le cas où une autre force close. Donc ça fait qu'il faut 99 fois 100 transactions à signer à chaque fois qu'on doit faire bouger de l'argent de la pool de paiement ou qu'on doit même juste redistribuer les fonds. Donc c'est juste pas possible en fait. C'est juste pas possible parce que ça va, le nombre de transactions à signer, il va être quadratique en le nombre de personnes qui possèdent, qui participent à l'UTXO. Donc c'est impossible d'avoir plus que, enfin, dès lors qu'on a 3 personnes, ça va déjà être une galère, quoi. Ça va déjà être très très compliqué de faire signer 6 transactions à chaque fois qu'on doit changer ce qui se passe dans une UTXO avec 3 personnes, quoi. Voilà, donc c'est ça qui est assez important dans L2, c'est que comme, ok, on n'a pas un système de punition qui est très fort, mais par contre on a une symétrie des transactions et ça permet de faire signer à tout le monde la même transaction. C'est beaucoup plus simple. Je vois que Lounès veut parler, je vais le laisser parler. Ouais, ouais, bah, merci pour la présentation. Je voyais que que tu commençais à t'emballer un petit peu, alors je me suis dit peut-être te demander s'il y a des questions, etc., sur la chaîne d'update des transactions et de settlement. Parce Ouais, que c'est vraiment la base, et si on comprend ça, on peut vraiment comprendre pas mal de trucs après. Et, mais euh, ouais. et C'est pas facile à expliquer sans le dessin, mais c'est. Ouais. bah ouais, mais déjà avec le petit graphe que j'ai envoyé, ça devrait aller mieux. Mais franchement, venez poser vos questions parce que en soi, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste avoir le petit déclic du truc, quoi. Voilà. Ouais, en attendant les questions, moi j'en ai une. Ouais, Du coup, si on regarde du point de vue Lightning, tu es toujours obligé d'avoir un système un peu comme une Watchtower qui va regarder qui n'est pas un update précédent qui est publié, alors que c'est pas bon. Il faut vite que tu publies pendant le time lock l'update qui est supérieur, c'est ça? ouais, t'as toujours besoin d'une Watchtower. Par contre, pour la Watchtower avec L2, c'est beaucoup plus facile à gérer en termes de stockage. Alors, je sais pas si c'est vraiment plus simple. J'avais regardé quelques trucs là-dessus. En fait, il faut que la Watchtower elle soit capable de détecter la dépense. Et ensuite, il faut qu'elle soit au courant, mais juste du dernier état. En fait, la Watchtower, pour faire ce que tu es censé faire lorsque tu te connectes, elle a juste besoin de publier la dernière transaction de mise à jour avant la fin du time lock, en réponse à une transaction d'update qui serait pas la dernière. Euh, je dis ça, mais je suis pas sûr que ce soit évident parce que dans la théorie, du coup, la Watchtower, elle ne doit conserver qu'une seule transaction par canal de paiement. Donc c'est beaucoup moins qu'aujourd'hui dans Lightning, où dans Lightning, il faut au moins, enfin je crois qu'il faut qu'elle conserve autant de transactions qu'il y a eu de changements d'état du canal Lightning. Alors que là, elle doit juste conserver la dernière, puisque faut juste corriger. Maintenant, je suis pas complètement sûr de ça parce que je crois qu'il faut quand même qu'elle puisse détecter la transaction d'update. Mais par contre, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient proposé des solutions pour que ce soit logarithmique en la taille du canal. Donc, voilà. Donc je suis pas complètement sûr, mais en tout cas, c'est plus facile pour une Watchtower. Par contre, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que dans le fait que tu puisses avoir un multisig qui est plus gros que 2 personnes, fait que tu peux avoir une sorte de sécurité par les incentives des autres. Je m'explique. Mettons par exemple que je fais une coin pool, donc une pool de paiement avec 100 personnes, et que ces 100 personnes, elles sont pas toujours connectées, mais de temps en temps, elles sont connectées, et quand tout le monde est connecté, on peut faire des transactions. Bon, ce sera peut-être compliqué avec 100 personnes d'avoir toujours tout le monde connecté à un moment pour faire quelque chose, mais imaginons qu'il y ait un use case pour ça. Euh, un truc, c'est que si toi, t'es pas connecté alors que tu fais partie de la pool et que quelqu'un publie une transaction de mise à jour pour fermer la coin pool et que toi, t'es pas là, bah, l'avantage, c'est que tu peux aussi compter sur les 98 autres personnes pour publier le dernier état parce que potentiellement, elles aussi, elles se font avoir dans l'histoire. Donc, le fait que tu aies plus de personnes qui soient impliquées dans une UTXO peut faire qu'il y a des genres de, un peu les autres personnes deviennent aussi des watchtowers quelque part. Sauf que là, elles ont un énorme incentive, elles ont une énorme incitation à jouer leur rôle de watchtower pour le coup. C'est pas altruiste du tout comme, comme truc. C'est vraiment dans leurs propres intérêts. Donc, voilà. Donc, ce modèle de watchtower, il n'a pas du tout été discuté. Ça reste, je dis ça, je dis juste que bah voilà, il y a aussi cet avantage qui existe. On pourrait imaginer qu'à la place des canaux, on ait des canaux avec 3 personnes et que la troisième personne soit une watchtower, mais bon, là, ça devient quand même altruiste à un moment. Mais voilà, juste pour dire que il y a des moyens d'avoir des systèmes où il y a une personne qui est impliquée dans la pool
juste dans un but de surveillance, mais qu'en même temps, voilà, cette personne, elle peut avoir des intérêts à vraiment bien surveiller la pool, puisqu'elle pourrait collecter des frais ou des choses de ce type-là, quoi. Voilà, c'est une question. Ouais, concernant la Watchtower, en fait, il y a juste quand tu ouvres ton canal et que enfin, que tu t'inscris sur la Watchtower, on va dire, tu as juste à lui envoyer tes transactions, les transactions d'update à chaque fois qu'elles changent, et puis la transaction de trigger, quoi. Parce qu'après, Ouais. elle peut watch la trigger et voir si elle Ah est oui, alors dépensée. ça, Et c'est un si la truc que j'ai pas dit, la trigger, par contre. C'est vrai que j'avais ouais, pas parlé moi, de la trigger, mais oui, en fait, c'est un petit détail qui est pas forcément bien détaillé dans le papier, parce qu'il est rajouté tout à la fin, pour faire en sorte que les time locks, ils ne se lancent que lorsque l'on ferme le canal ou qu'on dépense l'UTXO partagé. Il y a une transaction intermédiaire qui est complètement inutile en soi, puisqu'elle renvoie les fonds dans la pool elle-même, qui sert de référence pour les time locks en fait. Ça, c'est juste un point que j'ai pas détaillé, mais c'est dit rapidement à la fin. Donc, quand on fait une fermeture unilatérale de l'UTXO partagé, quand on la dépense de manière unilatérale, il y a trois transactions. Il y a la transaction trigger qui va servir de référence au time lock. Puis, il y a une transaction de mise à jour qui sert à indiquer à quel état on est, c'est-à-dire combien de changements d'état, de combien d'updates on a fait et donc quelle est la dernière update. S'il y a contestation, il y aura d'autres transactions de mise à jour à ce moment-là. Et sinon, bah, il y a une transaction de règlement qui vient après un time lock. Et là, c'est terminé, la fermeture est complète. Donc la fermeture d'un canal, entre guillemets, L2, se fait en trois transactions. Et effectivement, une watchtower, elle peut surveiller la transaction trigger, parce que la transaction trigger qui initialise les time locks, elle change jamais, elle est fixée au début et elle change plus. Il n'y a pas ouais, besoin de la voilà, c'est pour ça. changer. Et Et donc, après, si effectivement, elle peut surveiller ça. Et après, elle doit repérer que la transaction d'update actuelle n'est pas la dernière, pour pouvoir effectivement faire la contestation à notre place, puis publier la transaction de règlement. Voilà. Mais en fait, j'ai un doute sur le fait qu'elle ne doit conserver que le dernier état, que la dernière transaction d'update. J'ai un doute parce que je crois que pour des raisons de détection, il faut quand même qu'elle ait les transactions intermédiaires qu'il y a eu avant. Mais il y a des solutions pour rendre pourquoi? ça plus petit. Ouais, Pourquoi elle a j'ai besoin pas. de la transaction intermédiaire? Parce que dans le script, tu as directement les deux clés publiques de l'État, quoi. Enfin, de settlement de Ouais, ouais, l'État. Donc, du normalement, coup, ça c'est. devrait marcher. Ouais. Ouais, ouais, il y a. J'avais lu un papier et bizarrement, j'avais vu que, bah oui, mais en fait, L2 te permet pas exactement de te passer de tous les stockages intermédiaires. Mais je n'ai pas exactement compris pourquoi. Donc j'ai un doute. Je dis pas que je suis pas sûr, c'est tout. Hein. C'est possible qu'il n'y ait pas besoin de tout ça. C'est de retrouver le papier que j'avais lu. Ouais, Euh, ouais, parce que moi aussi, je comprends pas de quoi on aurait besoin d'autre. Ouais, Mais bon. j'avais trouvé ça en cherchant, en fait, j'avais cherché les citations du papier de L2 dans Google Scholar, hein, et j'avais trouvé un truc là-dessus, en fait. C'est comme ça que j'avais trouvé ça. Et pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis aussi les scripts des transactions en réponse au space. Ouais, ça peut être pas mal d'expliquer un peu les scripts, je sais pas si... Ah oui, tu les as mis, super. Hop. Voilà, donc les scripts, donc le script d'une transaction update, donc là c'est oui, ouais, c'est bien d'avoir cette image-là. Donc le script d'une transaction update, il y a deux branches de dépenses. On a dépassé le time lock et on peut utiliser les clés publiques associées à la transaction de règlement pour cette update et on peut l'utiliser pour fermer définitivement l'UTXO, dépenser définitivement l'UTXO partagé. Soit on check le log time de la transaction et on vérifie qu'il est plus grand que le log time de la transaction d'update actuelle. Et si c'est le cas, alors on peut utiliser les mêmes clés publiques qu'avant pour pouvoir dépenser la transaction update. Et donc, c'est ça qui permet de corriger si jamais il y a un problème. Euh, un autre truc qui est intéressant aussi que j'avais vu, on utilise le log time, sauf que en fait, le log time, il a évidemment une signification particulière selon les valeurs du log time. Quand le log time il est inférieur à 500 millions, il a une valeur de délai de temps
relatif. C'est-à-dire, quand une transaction est signée avec un log time de, mettons, 3600, le protocole Bitcoin, ce qu'il dit, c'est OK, bah, je vais regarder quand cette transaction, elle ne peut être confirmée que 1 heure après la confirmation de l'UTXO qui les dépense. Je crois que c'est ça, hein, si je me trompe pas. Parce que 3600, parce que 3000, il y a 3600 secondes dans 1 heure. Et si jamais le log time il est plus grand que 500 millions, il est interprété comme un timestamp classique. Donc c'est-à-dire que ça va être dire il ne peut être dépensé qu'après cette date. Cette transaction ne peut être confirmée qu'après telle date. Et en gros, pour pouvoir faire marcher le L2, il faut utiliser les log time qui sont entre 500 millions et le timestamp actuel. Parce qu'en fait, nous, on n'en a rien à faire que le on veut pas un temps relatif, on veut pas dire, on veut pas que la transaction elle soit confirmée s'il y a eu 200 millions de mises à jour, on veut pas que la transaction elle ne puisse être confirmée que 200 millions de secondes après la transaction précédente. C'est pas ce qu'on veut. Donc en fait, ce qu'on est obligé de faire, c'est de dire bon bah la première transaction, son log time, ça va être 500 millions, donc elle peut être dépensée après genre une date qui doit être quelque chose comme, enfin je sais pas qu'est-ce que c'est exactement, mais le timestamp 0, il est dans les années 1980, mais donc du coup ça je sais pas, je dis un exemple, mais elle peut pas être dépensée avant les années 2000, mettons. Bon, évidemment, on est bien plus après on est bien après de l'année 2000. Donc ça ne contraint rien du tout en termes d'horloge, quoi, en termes de temps à partir de laquelle la transaction peut être publiée. Par contre, c'est un numéro. Et nous, quand on va faire un check long time verify, on va vérifier que ce numéro, il est plus grand que le truc qui est indiqué dans le script. Parce que en fait, ce qu'il faut voir, c'est que donc ça, c'est le log time dont j'ai parlé, mais le check log time verify, c'est juste une vérification de la valeur de ce numéro. C'est pas une contrainte. On dit que c'est un time lock ou que c'est une contrainte temporelle, mais en fait, c'est pas exactement ça. Ce que c'est une vérification que la transaction qui dépense l'UTXO, elle a telle particularité sur son log time. Et c'est ce log time qui ensuite va dire qu'on doit dépenser la transaction après une certaine date ou après un certain temps. Et là, on s'en fiche. On veut juste un check qu'il y a un numéro qui est plus grand qu'une certaine valeur dans la transaction. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on veut. Et en fait, initialement, Satoshi avait créé les numéros de séquence pour ça, mais en fait, c'était pas très bien fait. Et on aurait pu d'ailleurs utiliser les numéros de séquence pour faire ça avec L2, mais on le fait pas parce on les utilise déjà pour faire les time blocks avant de pouvoir mettre à jour la transaction pour pouvoir mettre à jour les transactions de mise à jour justement, si jamais il y a besoin. Et donc, en fait, on est obligé d'utiliser du coup le log time pour faire ça, et de manière un petit peu artificielle, un petit peu bidouillage, en utilisant justement cette plage de valeurs où le log time devient une contrainte sur la date et plus une contrainte sur la durée entre la transaction confirmée et la transaction qui la dépense. Et donc, du coup, on a cette plage de valeurs où on sait qu'elle sert à rien d'un point de vue blocage temporel, mais par contre, ça peut servir pour numéroter les états et justement faire cette condition de seule une transaction avec un numéro d'état plus grand peut dépenser une transaction avec un numéro d'état plus petit, quoi. Je vois que Loïc a une question. Non, est-ce que tu as terminé sur ce que tu voulais dire sur les log time? Puisque c'est une autre question sur une autre partie de L2. Bah là, ouais, je finis à peu près, c'est bon. Ok, alors moi j'avais une question sur les incitations. Ouais, Sur un mécanisme comme L2, si je comprends bien, en gros, si moi je suis méchant et je veux tricher, je veux ouais, publier un truc plus ancien qui me favorise, ouais, j'ai deux possibilités. Soit je gagne, soit je reviens au même truc que si j'avais pas triché. Donc en fait, c'est à peu près. si je suis Ouais, méchant, c'est soit je gagne, soit je suis neutre. Alors que si je suis c'est pas ça, méchant, c'est soit je perds, soit je suis neutre. Donc en fait, tu as une c'est ça. incitation à être méchant, non? Bah, il y a une légère incitation à être méchant. Et en même temps, tu perds quand même les frais de transaction, par contre, que tu dois dépenser pour pouvoir faire la transaction d'update. Et encore, c'est même pas sûr parce que en fait, il y a moyen de faire en sorte, si ta transaction d'update, elle n'est pas confirmée au moment où moi je me rends compte que tu as triché, il y a moyen de faire en sorte que ta transaction d'update, enfin, il y a une chance qu'elle soit pas confirmée, que ce soit la mienne qui soit confirmée avant. Mais bon, bref. Parce qu'en fait, comme je peux ma transaction d'update que je vais publier pour pouvoir corriger, euh,
comme elle est signée avec le AnyPrevout, je peux la faire dépenser à la fois la transaction trigger, qui est la transaction initiale qui est toujours publiée lorsqu'on fait une fermeture unilatérale, et à la fois la faire dépenser la transaction de date que toi tu as publiée. Donc en fait, en général, tu vas créer deux transactions et tu vas essayer de double dépenser ces deux transactions-là. Comme ça, si ta transaction elle est confirmée, bah toi on y perd quelques frais t'y perds quelques frais, mais par contre on a corrigé l'état, voire même juste on a mis le bon état dans la blockchain et tout le monde a oublié la transaction qui n'était pas le dernier état. Donc effectivement au niveau des incitations, il n'y a rien qui t'empêche de tricher en fait. C'est juste rien qui t'empêche de tenter de tricher. On punit pas la tentative de triche. Euh, donc ça Et c'est ça pas embêtant? ça, enfin, tu peux te dire, bon, est-ce que les frais de minage, ça suffit pour empêcher quelqu'un au niveau de l'incitation à tricher? Je dirais oui que ça peut être embêtant, mais en même temps, ça facilite tellement la surveillance. Enfin, la surveillance, elle est tellement facilitée, tellement facile un peu à déléguer un peu plus, que en fait, c'est pas forcément un gros problème. Par contre, tu vois, enfin, je pense que je suis d'accord avec le fait que c'est quand même un petit peu, c'est quand même moins bien à ce niveau-là. Mais en même temps, en général, les gens, quand ils publient un état qui n'est pas le dernier, c'est qu'ils ont eu un problème de logiciel. Parce que, enfin, en tout cas, actuellement, c'est plutôt ça, parce que les logiciels font pas en sorte que ce soit facile de tricher. Maintenant, bon, bah, il y a, il y a LNsplot, là, le logiciel pour essayer de tricher qui a été créé. Donc maintenant, ça a peut-être changé. Mais par contre, un truc, c'est que si L2 venait à être utilisé dans des pools avec plus de personnes impliquées, il y a moyen que ça soit même pas la peine d'essayer parce qu'il y a trop de personnes qui ont intérêt à ce que ce soit effectivement le dernier état qui soit publié, tu vois. Mais bon, Ouais, je comprends. je suis d'accord que ça reste un sujet, qu'il n'y a pas de mécanisme que le fait qu'il n'y ait pas de mécanisme de punition, ça peut quand même être un sujet en termes d'incentives, c'est quand même pas terrible. Maintenant, il y a plein de protocoles qui fonctionnent alors qu'il y a des trucs où on pourrait tenter de tricher sans que ça nous coûte cher. Tu vois, par exemple, tu peux avoir des protocoles qui, par exemple, peuvent être attaqués via le spam ou des choses comme ça, et il n'y aura aucune manière de punir le spam, même avec des frais de transaction des fois. Et pourtant, les protocoles fonctionnent. Donc, je suis d'accord que ça peut être un problème, mais je suis pas sûr que ça remette en cause le protocole, parce qu'il suffit que la personne vraiment Enfin, ça reste quand même un cas où tu as quand même peu de chances de gagner, quoi. Alors, même si effectivement tu Ouais. peux tenter à chaque fois, tu as quand même peu de chances de gagner. Maintenant, voilà, libre à toi, évidemment, d'essayer de profiter du système au maximum. C'est évidemment tout à fait possible. Donc, voilà. Hmm. Je saurais pas, enfin, j'ai pas vu beaucoup de discussions là-dessus, honnêtement, des corps dev ou des choses comme ça, enfin, des personnes qui travaillent sur ce genre de choses. Mais en même temps, tu gagnes tellement d'avantages. Enfin, le fait, hein, ce que j'avais dit tout à l'heure avec la symétrie des transactions, en fait, tu peux pas faire autrement qu'avoir cette pénalité-là, enfin, cette manière de corriger les états. Tu peux pas, enfin, si tu veux, quelque part, on pourrait dire, ouais, mais en fait, imposer une punition, c'est un peu préjuger de la mauvaise foi de ta contrepartie, et c'est quand même dommage de supposer ça, quoi. Et tu le payes très cher parce que du coup, effectivement, tu pourras pas faire scaler ça à plus que deux personnes. Et donc, on pourrait arguer que quand même, il y a peut-être des use cases où on peut se dire, bon, bah, on tolère le fait que la triche n'est pas vraiment punie, elle peut être corrigée mais pas punie. Mais par contre, ça nous permet de faire tellement plus de trucs que ça vaut quand même le coup, quoi. Je sais pas si, bon, presse, ouais, c'est une opinion, hein, c'est pas, il n'y a pas de réponse technique à ça finalement, je trouve, hein. Enfin, en tout cas pour l'instant. Si on arrive à faire des watchtowers qui sont bien fiables avec ça, par contre, il y a moyen vraiment que les chances soient tellement réduites que ça n'en vaut pas la peine et que les frais de minage que tu dois payer pour faire passer ta transaction d'update qui n'est pas la dernière, bah, enfin, ce soit quand même pas intéressant de le faire du coup, même si la sanction est vraiment minime. Un petit détail d'ailleurs à propos des frais de minage, on pourrait se dire, mais le problème, c'est que les transactions d'update, du coup, elles dépensent les transactions d'update précédentes, et donc du coup, pour pouvoir les confirmer, il faut prévoir des frais de transaction. Et en fait, le truc qui est un peu sympa, c'est que quand on va signer les transactions d'update et surtout les transactions d'update, on va les signer avec soit le SIGAsh AnyPrevout, mais on va aussi les signer avec le SIGAsh Single. Donc c'est un flag de signature, le single, qui dit bah moi quand je signe pour la transaction, je ne signe que pour l'output qui a le même index que mon input. Je crois que c'est ça.
Or, une transaction d'update, elle a que une input et une output par défaut quand on doit s'arranger ensemble pour les signer. Et donc, la signature qu'on fait dans l'output, elle contraint, dans l'input, pardon, elle contraint la seule output, mais on signe avec un single, ce qui fait qu'on peut ajouter des inputs à notre transaction et des outputs de change pour pouvoir ajouter des fonds pour pouvoir payer les frais de transaction en fait derrière. C'est comme ça que du coup, en fait, les frais de transaction seront bien payés par la personne qui publie la transaction d'update et pas l'ensemble du groupe, en fait. Voilà, et ça, Ouais, c'est pareil, intéressant. c'est un Et petit détail dans du, le papier qui est un peu caché, mais voilà, il y a ça. Bah, et vas-y. du coup, sur les frais de transaction, pour la Ouais. transaction d'update, tu les payes même si finalement tu n'as pas gagné ta triche, c'est ça? Alors, si tu as gagné ta triche, oui, tu les payes même si tu n'as pas gagné, je crois, ouais, effectivement. Je crois que Ouais, c'est oui, parce que celui. sinon tu C'est ça. pourrais spam en fait. Parce que en fait, c'est pas tant. Enfin, il y a de ça, mais c'est pas tant ça. C'est qu'en fait, dans Lightning en général, dans le Lightning actuel, c'est toujours l'initiateur du canal qui doit payer les frais de transaction. Et comme la transaction qui force close le canal, elle a plusieurs outputs, on peut pas la signer avec un single. Et donc, on est obligé de fixer les sommes que tu vas recevoir et ça pourra pas bouger, tu vois. Même si tu ajoutes des fonds par ailleurs, quoi. Enfin, tu peux pas ajouter des inputs de toute façon et tu peux pas ajouter des outputs pour te récupérer du change pour pouvoir payer des frais de transaction. Et dans le cas de L2, comme toutes les transactions sont symétriques, bah, tu peux pas vraiment décider de qui doit payer les frais de transaction en fait. Et donc du coup, eh ben, c'est celui qui publie qui va devoir s'arranger pour pouvoir payer les frais de transaction de la transaction d'update. Je sais pas si je suis clair, mais c'est que en fait, faut bien voir que une transaction d'update sur la blockchain, ça va apparaître comme une adresse qui envoie les fonds à une autre adresse avec un script. Et la première adresse, c'était en fait un script avec un if qui soit imposait un time lock, puis ensuite permettait de dépenser les fonds en, pour faire le règlement final. Soit, et là c'est ce qu'on observerait si c'est une transaction d'update qui dépense une transaction d'update, soit c'est juste un check sur le lock time de la transaction, et ensuite ça utilise les mêmes clés publiques que ce qui ont été utilisées pour créer l'output au départ. Et donc c'est une input et une output, mais ça c'est ce qu'on signe ensemble. Mais en fait, du coup, enfin, le problème c'est que la somme qui est transférée, ça doit être la même tout le temps. Ça doit tout le temps être la même. Or, une transaction ne peut pas avoir zéro de frais. Donc en fait, il va falloir ajouter des inputs. Je pense, je ne sais pas exactement comment ça va être fait, mais je pense qu'il faudra ajouter des inputs euh, pour pouvoir dire, OK, bon, bah, je mets un peu de fonds et puis je renvoie les fonds. J'ajoute une output de l'autre côté pour me renvoyer les fonds de façon à ce que bah, la différence serve à payer les frais de transaction. Et ça, c'est celui qui décide de publier unilatéralement la transaction qui doit en avoir. Donc, du coup, ça suppose quand même que les gens ils aient déjà aussi des BTC par ailleurs, quoi, manifestement. Je ne suis pas complètement sûr de ça, mais voilà, je crois qu'il y a de ça. Ouais, super intéressant. Peut-être si des personnes ont des questions, n'hésitez pas à les poser, on vous fait monter. Il n'y a pas de questions bêtes, même si Il n'y a pas de c'est du question très bête, gros ça niveau c'est sûr. technique. C'est voilà, n'hésitez pas à poser les questions. Euh, ouais, je pensais à un truc là, mais j'ai oublié. Je te demanderai après. Ouais. S'il n'y a pas de question tout de suite, sinon il y a un truc qui est intéressant, c'est la combinaison de L2 avec RGB. Euh, donc malheureusement pour expliquer RGB, ça va être un peu compliqué là. Donc on va peut-être pas expliquer RGB, mais euh, RGB, il faut voir ça comme un système de smart contract qui utilise Bitcoin. Donc ça veut dire, ce que je veux dire par là, c'est que les objets qui sont gérés par RGB ne sont pas des bitcoins en fait. Ce sont des trucs qui sont basés sur des contrats qui sont complètement extérieurs, mais il n'y a pas de prise d'RGB sur la manière qu'on a de dépenser nos bitcoins. Et donc on peut faire des smart contracts très complexes, etc., puisqu'il n'y a pas besoin de faire vérifier les smart contracts ne sont pas validés, exécutés par tous les full nodes de Bitcoin, donc il n'y a pas de problème de scalabilité, quoi. Chacun fait ses petits smart contracts de son côté. Donc on peut faire des smart contracts très complexes. Et le problème, par contre, dans RGB, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire une modification des propriétaires des états d'un contrat dans RGB, donc par exemple, on veut faire bouger des tokens, des choses comme ça, on veut les envoyer à quelqu'un d'autre, eh bien, il faut faire une transaction on-chain. Et du coup, ça fait que bah, il y a des smart contracts qui seraient quand même très intéressants en termes
de finances décentralisées qui ne sont malheureusement pas possibles dans l'état actuel à mettre sur RGB, ou alors c'est un petit peu compliqué parce que justement, il faudrait gérer tellement de changements d'état on-chain et se mettre d'accord dessus que ça risquerait d'être compliqué. Bon, ça n'empêche pas que c'est pas complètement impossible, mais c'est compliqué. L'exemple que j'ai en tête, c'est par exemple une pool de liquidité, une liquidity pool comme ils ont sur ETH pour pouvoir faire des échanges de tokens contre un autre token. Potentiellement, s'il y a plein de gens qui commencent à l'utiliser, ça va faire plein de transactions à gérer pour la pool et donc du coup, ça peut être un peu compliqué. Et en fait, avec RGB, il y a moyen de donner prise au smart contract sur des bitcoins. En fait, on peut imaginer, enfin, la pool de paiement, en fait, les gens pourraient, plutôt que de devoir gérer tous les bitcoins de tout le monde et le retenir dans un registre, tout ça, on peut imaginer que ce soit en fait un jeton RGB qui gère la distribution des liquidités dans la pool de paiement. Et à la fin, les gens, quand ils veulent, et donc du coup, les changements d'état se font uniquement dans la pool de paiement et ils ne sont pas publiés on-chain. Et ce jeton, du coup, n'existerait quelque part un peu que dans la pool de paiement. Enfin, on pourrait le faire sortir s'il y a besoin, mais il se traduirait par des bitcoins que dans la pool de paiement. Et c'est ce système c'est en gros, on peut forcer des nouvelles règles au sein de notre pool de paiement. Enfin, comme on est tous ensemble à gérer la pool de paiement, on peut un peu faire ce qu'on veut avec, quoi. Et on peut décider de règles supplémentaires qui ne sont pas dans le protocole. Et donc, c'est comme ça qu'on peut faire prendre des smart contrats RGB. On peut les rendre un peu plus concrets au niveau de la gestion de fonds de Bitcoin, en l'occurrence, grâce à L2, en faisant en sorte que toutes les parties qui voudraient s'assurer d'une conversion de leur token en Bitcoin, elles soient dans la pool tout ensemble et elles fassent leurs transactions tout ensemble dans la pool. Enfin voilà, bon, ça c'est très très long terme, hein, ce que je raconte, mais voilà, il y a aussi, ça, enfin, quand je parle de scalabilité de L2, c'est vraiment, même au niveau des smart contracts, ça apporte des choses qui sont assez intéressantes en fait, même si c'est pas un nouveau script Bitcoin qui est ajouté ou quoi. Ça, je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais voilà, il y a moyen de combiner en fait L2 avec RGB de manière assez intéressante, quoi. On fera un space sur RGB, un de ces quatre. Et je pense que c'est encore Ouais, un peu trop gros morceau pour. non là, faut pas, je pourrais pas, enfin, expliquer RGB, ça nécessite beaucoup de choses aussi. Mais il faut voir que dans le papier de L2, ça parle assez peu de channel. En fait, quand ça parle de channel, c'est pour citer les, les channels de Lightning d'aujourd'hui, mais ça parle beaucoup plus d'état, de contrats, de choses de ce type-là. Euh, et c'est ça, enfin, c'est pour ça que c'est cohérent à utiliser avec RGB, parce qu'en RGB, on ne parle que de ça, que de contrats, d'état et de ces choses-là. Et donc, en fait, euh, enfin, L2 se combine très très bien avec RGB parce que RGB, c'est des systèmes c'est une manière de gérer des contrats en utilisant Bitcoin. Et là, L2, c'est un peu une façon de dire, bah, on laisse les gens gérer leur Bitcoin comme on veut et on propose une manière de faire en sorte qu'ils puissent réaliser cette gestion de manière safe sur la blockchain quand ils en ont besoin. Et ce, de manière assez scalable. Et donc, ça se combine parfaitement bien, en fait. Ça fait que euh, les smart contracts qu'on a sur RGB, enfin, les jetons qu'on a sur RGB, on peut leur donner une valeur plus concrète en Bitcoin derrière, quoi. Donc, c'est parce que tous ensemble, on s'est mis d'accord que tant de ce jeton RGB, par exemple, eh ben, ça vaut tant de Bitcoin. Et voilà. Et je sais pas comment on s'est arrangé pour faire ça, mais mettons qu'on soit arrangé pour que ce soit le cas. Genre, par exemple, via une liquidity pool, hein, un automatic market maker ou des choses de ce type-là, enfin, des trucs qui sont vraiment la base de la base de la finance décentralisée sur Ethereum, quoi. Eh ben, on pourrait avoir ce genre de choses sur Bitcoin de manière très scalable et sans complètement pourrir la blockchain de transactions, quoi. Bon, après, voilà, c'est encore une fois ce que je dis, c'est du long terme, mais ça montre aussi l'importance de L2 pour les smart contracts sur Bitcoin, en fait. Ça complète un aspect qui n'est pas complété par Taproot, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, c'est une mise à jour qui est très importante, Annie Prévost, parce que en termes de coût
les full nodes, c'est quasiment zéro, et même en termes de ligne de code pour coder ce truc-là, c'est vraiment pas beaucoup. Parce que globalement, c'est juste un check de flag avant la signature et de transformer ce qu'on signe, de transformer la partie TXID et vout par des zéros. Et après, c'est bon, on signe comme d'habitude. Donc vraiment, ça nécessite pas beaucoup de changements de ligne de code. Le plus gros du changement de ligne de code que ça nécessite, c'est pas pour, faire la signature comme il faut, c'est pour trouver, détecter le fait qu'on veut signer comme ça, créer le nouveau format pour pouvoir faire la soft fork. Enfin, il y a beaucoup plus de choses qui concernent ce qu'il y a autour du cœur du code qui va être nécessaire que le cœur du code en lui-même qui sera vraiment très très court. Donc c'est pas très coûteux quoi pour un full node, ça lui ajoute quasiment rien. Mais par contre derrière, ça permet de faire des protocoles off-chain qui sont vraiment, qui peuvent être bien plus puissants que Lightning, c'est déjà très très puissant, hein, mais là, ça permettrait de faire encore plus de choses, quoi. Donc c'est quand même assez intéressant. Le fait qu'on puisse passer à plus de 2 personnes, c'est extrêmement intéressant. Par exemple, moi, je me suis demandé si ça pouvait pas aussi permettre de mieux gérer la liquidité sur Lightning, parce qu'actuellement sur Lightning, ce qui est assez agaçant, c'est que la liquidité, ce qu'on appelle la liquidité entrante, elle est toujours égale à la liquidité sortante. Donc ça, c'est une propriété du réseau Lightning, parce que quand on ouvre un canal avec quelqu'un, les fonds qu'on a mis pour ouvrir le canal, c'est de la liquidité entrante pour avec qui on a ouvert le canal, et c'est de la liquidité sortante pour nous. Et ça, c'est vrai pour tous les canaux, même lorsqu'ils sont en dual funding. Hein. En dual funding, il y a juste autant de liquidité entrante et sortante pour les deux, mais la quantité qui est mise de liquidité entrante dans le réseau est toujours égale à la quantité sortante. Et là, si on avait des genres de pools de paiement qui pouvaient faire des relais Lightning quelque part, un peu à la Channel Factory, mais sans forcément avoir le concept de channel, quoi, et ben on peut imaginer qu'il y ait moins de problèmes de liquidité entrante, puisque par exemple, si j'ai une pool de 50 personnes, et ben, je peux recevoir de l'argent de n'importe laquelle des 49 autres personnes tant que tout l'argent n'est pas de mon côté. Donc, mettons qu'on soit une cinquantaine de personnes, qu'on mette chacun un bitcoin dans une coin pool. Et ben, du coup, moi, j'ai mis un bitcoin, mais par contre, je peux en recevoir 49 maintenant, grâce à ça, avec des paiements off-chain. Donc, du coup, la liquidité entrante, elle est bien plus importante, alors que j'ai mis un bitcoin, quoi, dans l'histoire. Donc, il y a quelque chose qui permet de changer la manière qu'on a de gérer la liquidité sur Lightning, et donc ça peut permettre aussi d'avoir des paiements qui sont plus fiables, quoi. Si on avait ce système de multi-party channel, quoi. C'est ce qu'ils appellent le multi-party channel. Donc voilà, il y a vraiment, c'est vraiment un gros changement, quoi. Ça peut vraiment faire le fait qu'on puisse faire ça avec plus de personnes, c'est vraiment très 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 intéressant, quoi. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Rien à voir, mais moi je voulais parler un petit peu de. Je t'avais déjà envoyé un message à propos du splicing pour Ah ouais, expliquer vite fait ce que c'est. Pour expliquer vite fait ce que c'est le splicing aux auditeurs. C'est parce que normalement un canal Lightning a une capacité fixe, ouais. donc du coup que tu définis à l'ouverture, et pour rajouter de la liquidité dedans, en fait, il faut le fermer puis en ouvrir un nouveau. Et l'idée du splicing, c'est de en fait c'est de changer la taille du canal. Donc du coup, soit rajouter des sats dedans, soit en sortir. Donc, du coup, diminuer, augmenter la capacité. Et actuellement, ça, c'est pas possible. Et du coup, est-ce qu'avec L2, ça serait plus facile de faire du splicing de Lightning, quoi? Alors, je sais pas, je sais pas exactement en fait. En En fait, fait, si tu veux le, ouais, ça me paraît plus simple pour le in, enfin pour rajouter la liquidité, ouais, parce que du coup, en soi, tu peux rajouter un input à la transaction, puis t'arranger avec ton père pour changer les inputs de settlement, quoi. Mais après, pour sortir, ça m'a l'air plus compliqué. Je sais pas ce que t'en penses. je suis pas sûr que ce soit plus simple pour rentrer parce que en fait, tu dois quand même envoyer de l'argent enfin, le L2, il te permet de gérer une UTXO. Alors après, si tu commences à en gérer, euh, il te permet, il te Pourquoi tu permet pourrais pas gérer plusieurs UTXO? Alors ouais, tu pourrais, si tu pourrais, mais en fait du coup, pour moi c'est autant d'instances du protocole que tu crées qu'il y a du TXO à gérer. Donc en fait ça revient au même de dire je fais deux L2 à la place d'en faire un seul quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux.
Mais Euh, sinon, à chaque fois que tu rajoutes, tu refais une nouvelle trigger transaction. Genre, tu renvoies sur la même multisig et puis tu te réarranges pour faire une nouvelle trigger. ouais, mais du coup, il faut quand même adapter les montants que tu signes. Tu vois, c'est ça le problème. Tu as quand même besoin de confirmer une transaction avec le montant qui sera redistribué à la fin, même lorsque tu ajoutes. Tu vois, genre, tu peux pas faire de transaction off-chain alors que la transaction de splicing, elle est actuellement en train de se faire confirmer. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas que tu puisses faire ça de manière safe. Et il faut que tu sois sûr qu'après, ce soit pris en compte dans les updates. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis d'accord, hein, il y a un vrai sujet sur ça, mais je suis pas sûr que L2 facilite quoi que ce soit. Pour moi, c'est plus de la gestion off-chain. Et là-dessus, L2 n'a aucune prise en fait. La gestion off-chain, là où L2 simplifie les choses, c'est que c'est la même transaction pour tout le monde. Mais je suis pas sûr que ça puisse te permettre après de gérer plus facilement tout ce qui est communication nécessaire pour se mettre d'accord sur le fait qu'on va ajouter de la liquidité au channel ou en enlever. Je sais pas. Je sais pas. Je suis pas méga convaincu, c'est tout. Après, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que tu as raison et que c'est effectivement 10 fois plus simple pour une raison qui m'échappe. Je- Non, je demandais ça comme ça, mais c'est vrai qu'en cherchant sur Internet, je vois pas trop de. Enfin, je les vois pas mentionnés Que ensemble, la, quoi. la difficulté du splicing, c'est que comme tu dépenses, faut que tu dépenses l'UTXO du channel pour la regrouper avec enfin en tout cas dans le, c'est vrai que enfin, là où tu as raison, c'est que un truc que L2 n'a pas besoin et dont a besoin le Lightning Network aujourd'hui, c'est la malléabilité de transaction. Donc Segwit est absolument nécessaire dans le réseau Lightning aujourd'hui. Segwit n'aurait pas été nécessaire pour faire L2. Parce que on n'a pas, comme on a des transactions qui ne dépendent pas du transaction ID, de l'output qu'elle signe, bah, il n'y a pas le problème qu'a le Lightning Network qui est de dire oui, mais si jamais le gars il joue sur la signature de la transaction pour en changer le TXID, est-ce qu'on n'a pas un problème? Bah, là, on n'aurait pas de problème parce que le TXID, de toute façon, on le transforme en zéro. Donc c'est pas grave. Pas de problème, quoi. Et en fait, il y a quand même quelque chose qui me dit que oui, c'est quand même un poil plus simple, c'est que on peut renvoyer effectivement les fonds vers des outils EXO qui ont les mêmes clés publiques et privées, mais par contre, le problème, ça va être les montants. Et en fait, du coup, même si tu peux gérer plusieurs outils EXO avec les mêmes clés publiques derrière, moi, j'ai quand même un problème avec la gestion des montants lorsque tu vas signer les choses, quoi. Je ne sais pas si on peut faire en sorte que la signature ne tienne pas compte du montant, en fait, quand on signe des transactions. Pour moi, Mais ce serait nécessaire pour vraiment faciliter les choses, si on voulait faciliter les choses. Sinon, tu aurais le même problème où en fait, il faut quand même que derrière, tu aies plein de négociations off-chain et une pause off-chain pendant le temps de confirmation du splicing on-chain. Et du coup, tu as les mêmes problèmes, quoi. Tu vois? Je sais pas si c'est. ouais, ok. Après, tu vois, enfin, là, on parle, mais effectivement, c'est pas un sujet qui a été méga creusé par les développeurs Lightning, le splicing. Et donc, oui, aujourd'hui, je sais pas exactement. Parce que tu vois, si tu veux, quand tu décides de faire sortir de la liquidité du channel, tu dis, bon, bah voilà, moi, j'ai de la liquidité de mon côté, je te propose d'en sortir une partie. Donc, du coup, on va créer une transaction qui me renvoie la liquidité. Et puis, le reste, on le laisse dans le channel et on va créer des nouvelles transactions de commitment, des commitment transactions qui dépensent la nouvelle UTXO du channel, mais uniquement, mais en me donnant moins d'argent en retour, quoi, avec la différence avec le splicing. Et en fait, le problème, c'est, OK, on peut faire ça, mais une fois, pendant le temps qu'on on fasse la transaction, qu'on la signe, qu'on la publie, et pendant le temps qu'on doit attendre avant sa confirmation, là, on peut plus faire d'échange dans le channel parce que sinon il y a moyen que je double dépense la transaction de splicing, tu vois. C'est ça enfin, tu vois, enfin, il y a moyen que en même temps je publie un état précédent du channel alors qu'on vient de faire une transaction de splicing. Enfin voilà, donc il y a tout un. Donc, mais je dis pas que c'est impossible, je dis juste que du coup ça veut dire qu'il faut s'arranger pour faire des transactions de commitment qui vont permettre de révoquer les transactions de commitment précédentes avant le splicing. Mais en même temps, il faut quand même que je sois sûr de retrouver mes fonds une fois que le splicing est confirmé, donc et que l'autre il me recoule pas d'une manière ou d'une autre. Donc il y a quand même toute une négociation à faire avec ta contrepartie qui est, qui est pas si simple, tu vois. Et cette négociation, tu peux pas y échapper dans L2 non plus.
C'est ça que je veux dire, en fait. Ouais, ouais, ok, ça marche. Mais il me semble que le but de d'A5 avec Phoenix, c'est à la fin d'avoir qu'un seul canal, et puis en fait faire du splicing un peu on the Ah fly, un ouais, peu non, comme dans pour eux, Night ce of the serait Final. génial. Ouais, pour eux, ce C'est un peu serait leur but génial. ultime, ouais. Mais Ouais, c'est pour ça clairement, je qu'il pense que. il me semble qu'ils en discutent quand même pas mal. Ouais, ouais, je crois il commence à y avoir des discussions dans la mailing list, ouais, sur ça. Mais je suis juste pas sûr. Enfin, en gros, voilà, c'est juste, je sais pas si L2 apporte vraiment une facilité plus. Pour moi, il y aura quand même toujours le problème de ces négociations off-chain qui seront toujours compliquées, quoi. On sait pas. Voilà, je sais pas exactement qu'est-ce que ça va, si ça change grand-chose à ces négociations-là. Hein, ça, je suis même pas sûr que ça les simplifie parce que quand tu fais dans le réseau Lightning d'aujourd'hui, enfin, si tu veux, moi, c'est un truc que je suis pas encore sûr d'avoir bien compris, mais je crois que ça peut se résoudre, mais je suis pas encore sûr d'avoir bien compris. Euh, Quand tu fais une transaction Lightning et que tu envoies de l'argent à ta contrepartie, tu lui signes une transaction avec un HTLC à l'intérieur. Et c'est toi qui lui signes et t'as pas besoin que la contrepartie te renvoie une signature pour cette transaction. Et justement, il faut pas d'ailleurs qu'elle te la renvoie, c'est ce que j'ai dit au début, qu'il ne faut pas signer une transaction de commitment qu'on a reçue de son père alors qu'elle est révoquée. Donc, il ne faut pas que ta contrepartie ait la signature de cette transaction. Donc, quand tu envoies une transaction avec un HTLC qui va potentiellement aller pour ta contrepartie, si le paiement est un succès, euh, eh bien, tu lui envoies la transaction et c'est terminé en fait. Après, il faut juste se mettre d'accord avec ta contrepartie pour révoquer les transactions précédentes et c'est tout. Mais tu n'as pas à attendre la signature de ta contrepartie. Alors que dans L2, tu as besoin de la signature de ta contrepartie. Quand tu fais la négociation, euh, quand tu veux envoyer de l'argent via un HTLC avec L2, tu vas créer une nouvelle transaction d'update. Cette transaction d'update, elle va potentiellement envoyer de l'argent à ta contrepartie, mais là, par contre, il va falloir que tu t'arranges pour récupérer la signature de cette transaction d'update parce que sinon, tu ne pourras pas la publier. Donc, tu es quand même embêté, quoi. Du coup, le gars peut te rug pull à ce moment-là, quoi. Donc, euh, donc voilà. Alors après, je sais pas, je suis pas complètement sûr de moi parce que je pense qu'au niveau des incitations, il aura vraiment aucune incitation à publier cette transaction-là en particulier, puisque tu pourras toujours mettre à jour avec des transactions futures. Mais voilà, il y a quand même le fait que là, tu as besoin d'avoir la signature de ta contrepartie à chaque fois dans L2, et donc du coup, je suis pas complètement sûr que ça simplifie les négociations off-chain quand on veut parler de splicing avec L2, quoi. Voilà, c'est pour ça que je suis pas convaincu. Mais voilà, c'est à voir. On verra ça dans le futur. D'accord. Toujours pas de questions? Venez nous poser des questions, même si vous en avez sur. Sur les Je pense spaces qu'on. précédents, sur Ouais, tout ce que vous je pense voulez. qu'on a déjà pas mal fait le tour là sur L2, non? Bah, on a fait, oui, on a fait le tour. Ouais, je sais pas si j'avais d'autres choses à raconter, mais en tout cas, d'un point de vue technique de ce que c'est, voilà, j'espère que c'était clair. Je suis pas complètement sûr que ce soit clair, mais C'était très très clair, c'était super. T'es un très bah, très bon tant mieux. vulgarisateur. Sur des sujets comme ça, c'est très bien. Écoute, bah, tant Ouais, mieux si t'as n'hésitez pas si compris. vous avez des questions ou même sur autre chose, demandez la parole. De toute façon, il n'y a personne qui demande, donc venez poser vos questions. Après, on sait qu'il y a donc Any Prevout, le BIP 118, il s'appelle Any Prevout, mais en fait, il y a autre chose dedans. Il y a ce qu'ils appellent aussi Any Prevout, Any Prev Script. Et en fait, c'est un petit peu différent les deux, mais je sais plus lequel est nécessaire pour être tout, mais ça peut servir aussi d'avoir cet autre opcode. J'essaie de regarder ce que ça fait déjà la différence entre les deux, mais voilà. Alors après, au niveau de l'activation de cette chose-là, manifestement, ce qui est envisagé, c'est d'avoir une nouvelle version de clé publique. Donc, ce ne serait pas une nouvelle version Segwit, ce serait une nouvelle version de clé publique. Et donc, ça utiliserait le fait que dans Taproot, en fait, nécessite des clés qui sont de 32 octets de long. Et les clés de L2 seraient de 33 octets de long pour pouvoir faire la différence. Et en fait, dans Segwit version 1, toutes les clés qui ne sont pas de 32 octets sont considérées comme des scripts que n'importe qui peut dépenser. Donc c'est ça qui fait qu'on va pouvoir l'implémenter en soft fork en ajoutant simplement plus d'octets à la clé publique qui est normalement mise dans une sortie de type pay to tap. Ok, ok, donc c'est pour ça que je me demandais à quoi ça servait de rajouter encore des nouveaux types de clés. Ouais, C'est vraiment ils juste appellent pour ça permettre la dépense, quoi.
Enfin, la Bah, validation plutôt les c'est juste pour permettre utilisateurs. la rétrocompatibilité, en fait. C'est que ce nouveau type de clé, il sera vu comme un E1 4span par les anciens, par tous les nœuds pré-L2. Et les nœuds post-L2 l'interpréteront comme une clé publique L2. Et donc, il y aurait potentiel. Donc, la clé publique L2, elle se comporte exactement pareil que la clé publique Taproot classique. Par contre, elle a deux flags supplémentaires de signature avec SIGA Shiny Prevot et SIGA Shiny Prevot AnyScript. Voilà. Et il y a d'autres applications à ce BIP que juste L2. On n'en a pas parlé, mais on avait vu qu'il y avait des covenants qui pouvaient être faits avec, mais on n'a pas beaucoup regardé. Mais voilà, ça permet pas que de faire du L2, mais c'est déjà en fait. Faut quand même se dire que l'idée, c'est cette histoire de binding, de dynamique, de rebinding dynamique, qui est vraiment au cœur de pourquoi on utiliserait ce genre de choses. Et, et en gros, ça permet quand même de simplifier énormément de choses dans tous les protocoles qui se font en dehors de Bitcoin, quoi. J'arrive pas à trouver la diff là. Ouais, Bon, s'il n'y a pas de questions, c'est là que vous avez tout compris, hein. voilà, c'est ça, tout le monde a J'ai tout compris, c'est nickel. j'ai du mal à y croire, hein. Oui, alors sinon, les transactions de règlement de finalisation de L2, elles sont aussi signées avec le flag AnyPrevout, parce que du coup, on ne connaît jamais à l'avance les transaction ID des transactions qui sont impliquées en fait dans une fermeture unilatérale dans L2. On ne peut pas savoir parce qu'on ne sait pas on ne peut pas savoir si quelqu'un va pas tenter de tricher et d'ajouter une transaction update, même si on corrige tout à la fin. S'il y a une transaction update entre les deux, ça va changer les identifiants des transactions et donc les références aux transactions précédentes. Et donc, du coup, il ne faut pas que la signature dépende de cette référence à la transaction précédente, sinon, dans tous les cas, on est fichu. Et donc, c'est pour ça que dans les transactions de règlement, les clés publiques sont générées à la volée. Les clés publiques, c'est parce que donc, je rappelle que les transactions de mise à jour utilisent toutes les mêmes clés publiques pour les deux parties, ou plus d'ailleurs, pour toutes les parties. Par contre, les transactions de règlement, elles, les clés publiques, elles sont, à chaque fois qu'on fait un changement d'état du canal, les clés publiques qui sont utilisées pour le règlement vont changer. Et c'est impératif. Il faut vraiment qu'elles changent pour pouvoir faire en sorte que on ne puisse dépenser la transaction de mise à jour, la 10e, uniquement avec la 10e transaction de règlement et pas les autres. Et ça, comme la transaction de règlement, elle aussi, elle est signée avec le flag AnyPrevout, elle pourrait dépenser n'importe quel output de transaction d'update quelque part. S'il n'y avait pas ce système de renouvellement de clés à chaque transaction d'update. Et donc, on va utiliser pour ça des trucs comme des Xpub pour pouvoir générer des clés publiques à la volée qui seront utilisées pour signer les transactions de règlement. Parce que vous avez noté qu'à chaque fois qu'on fait un changement d'état du canal dans L2, on signe une transaction de mise à jour avec les mêmes clés publiques que d'habitude et une transaction de règlement avec des nouvelles clés qu'on aura générées à la volée. Et donc, potentiellement, on peut imaginer que dans le protocole, il y a un partage d'Xpub ou un truc de ce type-là pour générer les clés à la volée. Donc ça, c'est intéressant de voir que les Xpub finissent par être utilisés bien plus loin que juste gérer son wallet, que ça puisse carrément devenir un truc de seconde couche à la Lightning, moyen de paiement, etc., quoi. J'ai toujours pas retrouvé la différence entre AnyPrevout et AnyPrevScript. C'est un AnyPrevout et AnyPrevout AnyScript. Tu sais, il y a deux flags qui sont proposés dans le BIP 118. Ah oui, donc voilà. Donc ce qu'il dit, c'est que le AnyPrevout, si jamais si tu as signé avec le flag SIGH AnyPrevout, euh, alors c'est comme d'habitude, sauf que l'UTXO qui est dépensé, elle n'est pas inclus enfin, on s'en fiche quoi quand on calcule la signature. Et quand on met AnyPrevout et AnyScript, c'est pareil. Il n'y a pas l'UTXO, mais il n'y a pas non plus la somme, ni le script pubkey, ni la taplif, ni le hash de la feuille taproot qui sont inclus dans la signature. Alors là c'est quelque chose. Je sais pas à quoi ça sert exactement de retirer tout ça. Je sais pas que ça devient compliqué à gérer si tu mets même plus le. Ah oui. Donc je pense
Ouais, je pense que ce qu'il va falloir utiliser pour L2, c'est SIGAsh, AnyPrevent, AnyScript. Voilà. Je crois que ça va être ça qui va être utilisé. Je suis pas complètement sûr. Voilà. Tu peux pas signer pour le script pubkey parce que le script pubkey peut être différent selon les transactions d'update. Donc normalement, ça devrait être ça. Voilà. Ce Bon, sera bah voilà, hein. SIGAsh, AnyPrevent et AnyScript qui sera utilisé pour L2. Et après, bon, bah, il y a peut-être d'autres choses. Je pense que le AnyPrevent tout court, il peut servir pour tout ce qui est Covenant, etc. Peut-être. C'est bien possible que ce soit pour des trucs avec plus des transactions pré-signées, mais pour des Covenants, pas pour du paiement en couche supérieure. Voilà, voilà. Ouais, j'ai Bon, l'impression que c'est un gros sujet aussi. Il faudrait qu'on fasse un sujet sur les covenants. Et alors je ça, je sais connais beaucoup moins, hein, pour info quand même, je le dis. Donc, faudra bah, me. c'est l'occasion qu'on se Ça renseigne un changera un petit peu peu. là, parce que là, moi, j'y connais beaucoup moins. Alors, je sais Ouais, qu'il y a des gens de Revolt là qu'on avait vu au BitDev qui travaillaient là-dessus. Enfin, voilà, c'est des gens de ouais, Revolt qui ouais, travaillent très bien sur les Covenants. Kevin et Antoine. Et Ouais, faut voir si on fait un gros sujet covenant, si on essaie de traiter un peu les différentes solutions qu'il y a, ou ouais, je alors si on pense. se Ouais. sépare et puis on parle des covenants avec AnyPrevout et donc des space chain, tout ça. Et enfin, voir un petit peu quelle forme ça peut prendre, quoi. Ouais. Mais on est obligé de traiter les covenants, franchement. Oui, oui, je pense que ça reste important. Bref, ouais. Bon, Bon, sinon, globalement, le consensus sur L2, c'est que c'est quand même très très bien et que ça peut justifier la soft fork qui est nécessaire pour que ça se fasse, hein. Ça va. Donc maintenant, là, on a failli l'avoir avec Taproot, mais on l'a pas eu. On est passé pas loin. Mais en même temps, dommage. vu que les spécifications ont été encore changées, c'était pas mal de pas le faire tout de suite, peut-être. Mais voilà, j'espère que ça prendra pas trop de temps à être activé, mais bon, il y avait déjà eu du drama entre faire la soft fork pour L2 et la soft fork pour check template verify. Il y avait eu du drama là-dessus et bon, voilà. Je- on verra, mais je pense que Ouais, ça bah, se. j'ai l'impression de voir pas mal de gens qui sont OK pour faire encore des soft forks pour CISA et L2 et Ouais, après arrêter, quoi. ouais, ouais, ouais. Bah, t'as Maxime de RGB qui est forcément un peu chaud là-dessus parce que bah, L2 c'est important pour RGB et après CISA c'est tellement une grosse économie de block space que pourquoi pas. Mais ouais, après il y en a. Enfin, le consensus sur l'autre short fork là qui est Check Template Verify, il est beaucoup moins fort quoi. Il y a des gens qui y sont fortement opposés. Donc bon, voilà. Après, après la différence fondamentale, c'est que CISA va demander des très très grosses modifications du code. Là, pour le coup, c'est vraiment très très gros comme modif. Donc, si on devait faire CISA et L2, je pense que ce sera d'abord L2 et puis après CISA, on se donnera le temps d'y réfléchir. Euh, et OP Check Template Verify, c'est beaucoup plus compliqué à implémenter. Enfin, le code n'est pas non plus très très long, juste le code de validation, mais il est beaucoup plus galère à vérifier parce que c'est plein de flags dans tous les sens. Enfin, voilà, donc c'est plus compliqué. Donc voilà, L2 a quand même l'avantage d'être très très simple et de donner quand même pas mal de possibilités alors que c'est vraiment une modification pas très coûteuse, quoi. Voilà. Donc ça passera sûrement, mais c'est juste que là c'est une question de temps, quoi. Et bon, comme vu le temps que ça prend de faire des soft forks sur Bitcoin, bon, bah, on peut espérer ça, voir ça peut-être dans 4 ans. Ce sera peut-être comme j'ai l'impression qu'on fait une soft fork entre chaque bull run, tu vois. Donc peut-être attendre euh, peut-être attendre un nouveau bull run avant d'avoir L2, de revenir dans un nouveau bear market, sachant que là on est pas mal là en ce moment. Mais voilà. Voilà, Ah, bon, ben on clôture. ouais, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais, ouais, français. Bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés ce soir. C'était encore un space très très intéressant sur L2. Et puis, merci à Loïc et Panta. On n'aura pas eu le bonheur de voir Sosten ce soir. Tant pis. Et puis, à la semaine prochaine, quoi. Ciao, bonne soirée, merci à tous. Salut à tout le monde, à Bonne la soirée. prochaine. Merci à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!